tous. Vous m'entendez? Oui. Alors d'abord, je tiens à vous remercier d'être venu. Je pense qu'aujourd'hui, je vais parler un petit peu de l'industrie du trading adressée aux particuliers, qui est une industrie quand même pas différente de l'industrie institutionnelle. Et ce que j'aurais souhaité faire, finalement, c'était vous permettre de comprendre comment cette industrie est née, comment est-ce qu'elle est en train d'évoluer, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelles sont, disons, les attentes qu'on pourrait en avoir dans le futur. Je pense que c'est très important pour moi aujourd'hui de vous permettre finalement de prendre des décisions informées et responsables. Parce que c'est vrai qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Et pour essayer de comprendre ce qui se passe et ce qu'il faut faire, il faut quand même repartir de la base. Alors j'ai pas de très bonnes nouvelles finalement à vous donner, en tout cas pour ce qui est du lancement de cette industrie, de sa naissance. Après par la suite je pense que les choses iront mieux, mais c'est une industrie, pour résumer, qui est très mal née. C'est une industrie finalement qui est née il y a peut-être 20 ou une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années. Et moi, pour résumer, vraiment, il y a 3 phases clés dans le développement de cette industrie. Je vais essayer de les développer avec vous aujourd'hui. Alors la première phase, c'est ce que j'appelle moi la phase de prématurité. C'est une industrie qui a été basée vraiment sur ce qu'on peut appeler de la fraude ou des activités vraiment frauduleuses. Bon, j'invente rien, hein, j'ai quelques chiffres qui sont donnés par les régulateurs américains, qui sont assez éloquents, je vais revenir là-dessus. La deuxième phase, ça a été une phase de démocratisation. Donc là, les choses se sont un petit peu améliorées et on peut parler de phase de maturité. Et puis la troisième phase, c'est là où on en est aujourd'hui, c'est la phase de l'institutionnalisation. On commence vraiment à rentrer dans des modèles un petit peu plus institutionnels qui nous rapprochent finalement de ce que font les banques et les acteurs majeurs de cette industrie du forex. Alors, pour revenir à la première phase de frauduleuse, on va dire, donc à l'époque, il n'y avait pas de régulation. Les régulateurs ne comprenaient pas ce qu'était le forex retail, les banques non plus d'ailleurs. Alors le retail, ça veut dire le marché des particuliers en anglais. Donc il n'y avait aucun appétit de la part des institutions, des banques. Hein. Ils se disaient, bon, on ne sait pas ce que c'est, on n'est même pas au courant, ça ne les intéressait pas. Il n'y avait pas de technologie, il y a 20 ans, l'Internet démarrait à peine, donc il n'y avait pas vraiment de technologie pour faciliter le passage d'ordre en direct sur le marché électronique. Donc les banques, elles, n'importe quel ordre qui était inférieur à 1 million, bon, c'était pas intéressant, il fallait écrire tout ça à la main, et vous ne pouvez pas envoyer ces ordres-là et les traiter facilement. Donc c'est une industrie finalement qui a démarré sur un modèle qui est quand même pas extraordinaire, mais finalement on fait avec ce qu'on a dans la vie. Donc à l'époque les banques ne voulaient pas de cette liquidité-là. Il y avait des particuliers qui se disaient tiens, moi j'aimerais bien investir sur ces marchés-là. Donc certains courtiers se sont dit bon, ben, on va faire le marché. C'est le modèle, on appelle ça en anglais le market making. On va faire le marché. Si quelqu'un veut acheter, ben moi je vais vendre. C'est aussi simple que ça. Et sur ce modèle-là, finalement, il y en a un qui va gagner et l'autre qui va perdre. Si par exemple vous déposez, à l'époque, vous déposiez par exemple 10 000 € et vous les perdiez, ben ces 10 000 € allaient dans la poche du broker. Et si c'était l'inverse, c'était le broker qui allait vous payer. Comme cette industrie n'était pas vraiment régulée, et puis c'est toujours pareil, quand on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut et que finalement on a la capacité de gagner pas mal d'argent en se disant que bon, les clients sont encore un peu crédules, etc. Il y a énormément de brokers qui ont vu le jour, qui ont fait des campagnes marketing assez importantes, qui ont récupéré donc des dépôts clients et qui se sont évaporés dans la nature. Alors là on parle d'il y a 20 ou 15 ans. Alors les chiffres sont assez éloquents. Là j'ai les chiffres qui sont encore plus récents, il y a une dizaine d'années, donc entre 2001 et 2006, la CFTC, qui est l'organisme de régulation américain, a enregistré 80 cas documentés, 80 brokers comme ça qui avaient fait n'importe quoi, qui ont touché plus de 23 000 clients, et il y a 350 millions de dollars qui se sont évaporés dans la nature. Et c'est comme ça que cette industrie est née. C'est une sorte de casino.
Alors à l'époque, il y avait peu de services, il n'y avait pas de protection pour le client particulier, il n'y avait pas de régulation, il n'y avait pas d'éducation, il y avait très peu de recherche, les coûts étaient élevés, l'euro-dollar pouvait s'échanger à 50 pips, 30 pips, qui était ridicule, déraisonné. Et finalement, avec toutes ces problématiques-là, les régulateurs ont commencé à s'y intéresser. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mandaté des experts sur le marché du Forex. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ils ont essayé de prendre exemple sur d'autres industries qui protègent les particuliers. Et puis, ils ont commencé à réguler cette industrie-là. Alors, les précurseurs, c'était les régulateurs américains et anglais. Puis ensuite, ça a suivi. Aujourd'hui, on a la directive MiFID en Europe, qui couvre l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Donc, c'est beaucoup plus organisé. On est passé dans la deuxième phase, la phase de la démocratisation. Alors dans cette phase-là, comme je viens de le dire, l'activité a été régulée, mais il y avait toujours peu d'appétit du côté institutionnel. C'est-à-dire que les banques se disaient, bon, ça ne nous intéresse toujours pas, ces brokers-là, pour eux, c'est ce qu'ils appelaient à l'époque des bucket shops, c'est-à-dire, bon, c'est quelque chose de vraiment, c'est pas intéressant pour eux. Il y avait toujours peu de technologies. Les technologies, si vous voulez, d'agrégation, de clearing ou de bridging, c'est-à-dire comment connecter une plateforme, la plateforme que vous allez utiliser au marché, aux banques. Ça n'existait pas vraiment. Ça a commencé à être développé en 2008-2009. Alors moi, j'ai démarré dans cette... vous pourrez toujours aller sur mon profil LinkedIn, etc., pour voir d'où je viens, mais j'ai démarré dans les télécoms, et c'est en 2008, finalement, que je me suis intéressé à cette industrie. Et j'ai lancé à l'époque un broker que tout le monde connaît aujourd'hui, Alpari. Et c'est à cette époque, quand même, il y avait des avancées au niveau technologique. Donc ce qui s'est passé, ce qui m'a intéressé, moi, à ce moment-là, je recherchais en fait un couple marché émergent, produit innovant. Et je me disais, bon, j'avais lancé une société dans les télécoms, on avait vraiment bien cartonné, enfin bon, on avait revendu ça à la concurrence américaine. Le président même du Sénat nous avait accueillis à l'époque parce qu'on était dans les nouvelles technologies, etc. Donc je me disais, tiens, j'ai envie de refaire un petit peu un coup comme ça. Et je me suis dit, bon, c'est un marché qui est en train de se développer, il y a des nouvelles technologies qui apparaissent. Et quand on a un couple marché émergent, produit innovant, si on est assez intelligent, on arrive à prendre un leadership, comme on dit. On arrive à se positionner et à garder cette position. Alors à cette époque, c'est vrai qu'en 2008, il y a eu de plus en plus d'acteurs en fait, qui se sont intéressés à ce marché-là. Le nombre de brokers s'est multiplié. Il y a eu une réduction des spreads naturels due à la concurrence. Il y a eu plus d'instruments disponibles en fait, sur le marché. Il y a eu plus d'éducation. Il y a eu des outils de trading qui ont été mis à la disposition des clients particuliers. Donc ça a commencé à, si vous voulez, se développer. Et surtout, il y a des communautés qui se sont développées sur l'Internet. Parce que l'Internet commençait à être de plus en plus utilisé. Et là, en l'occurrence, il y a une communauté en particulier, c'est la communauté MetaTrader 4. Le MetaTrader, c'était une plateforme qu'on utilise toujours aujourd'hui, sur lesquelles on peut faire tourner des stratégies automatisées. Donc il y a toute une communauté qui s'est organisée autour de ça, à discuter, voilà, j'ai développé ci, j'ai développé ça, je cherche un broker. Et cette communauté-là a vraiment dopé en fait le marché. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que sur cette plateforme-là, le MetaTrader 4, qui est la plateforme la plus répandue finalement et la plus facile d'accès pour les particuliers, on compte entre 8 et 10 millions d'utilisateurs quotidiens. Et il y a entre 2 et 3 millions d'utilisateurs qui utilisent même la plateforme mobile. Donc ça continue à se développer. Malgré tout, c'est une technologie quand même assez ancienne. Ça a été développé il y a vraiment longtemps. Donc il y a quand même ses limitations. Alors, la problématique, si vous voulez, de la régulation à l'époque, c'est que effectivement, la régulation s'est focalisée finalement sur la pérennité des sociétés qui offrent ce service-là. Les régulateurs ne voulaient plus qu'un broker puisse apparaître et disparaître avec les fonds des clients. Donc, ce qu'on a créé à l'époque, c'était la ségrégation des fonds clients, qui sont mis à disposition sur des comptes vraiment définis et le broker n'a pas le droit d'y toucher. C'est la capitalisation des brokers, parce que les régulateurs ont bien compris qu'il y avait un conflit d'intérêts majeur entre le client et le broker. Donc si par exemple un broker
voit l'ensemble de ses clients réaliser des profits à un moment donné et qui doit payer donc la somme de ses profits, étant donné qu'il fait le marché, il est dans la capacité de faire banqueroute. Peut-être que si tous ses clients sont gagnants, il va se dire mince, j'ai pas assez d'argent pour les payer. Parce qu'ils ne se couvrent pas. Donc là, les régulateurs ont vraiment travaillé sur la capitalisation des brokers, leur business model, etc. Ce qu'ils n'avaient pas compris à l'époque, et c'est toujours le jeu du chat et de la souris, c'est qu'il y avait d'autres moyens finalement pour ces brokers-là de forcer finalement les clients à perdre. Je vais en citer quelques-uns, c'est par exemple la chasse au stop, parce qu'un broker qui ne va pas se couvrir sur le marché, donc lui, il a la capacité de lire en fait l'ensemble de vos ordres. Vos ordres sont dans leur serveur. Alors si vous mettez un take profit ou un stop loss à un moment donné, le broker, lui, il a la capacité de faire tourner un algorithme et de se dire, tiens, si j'augmente mon spread de 10 points, je vais déclencher 30% des stop loss, donc je vais générer finalement des pertes chez le client. C'est une pratique complètement courante. Alors là encore, je n'invente rien. Il y a beaucoup de brokers qui ont pratiqué ce genre de pratique et qui se sont fait sanctionner, souvent lourdement, par les régulateurs, notamment aux États-Unis et en Angleterre. Et c'est vrai qu'ici en France, moi j'ai pour ambition d'aller rencontrer l'AMF et la CPR pour essayer de leur dire bon, qu'il faut aussi qu'ils fassent attention à ça, il faut qu'ils puissent informer finalement les clients aussi, les protéger, parce qu'ils ont moins l'habitude finalement de le faire. Je prends souvent cet exemple, si vous voulez, quand on va au casino, il y a quand même des règles, on sait très bien qu'on est là pour s'amuser, on va peut-être perdre de l'argent, on va peut-être en faire, mais on sait que les casinos doivent reverser une partie finalement des profits générés finalement aux clients. Là, quand on va chez un broker qui va nous dire oui, alors je suis régulé, j'ai des bureaux ici ou là, etc., on ne sait pas finalement, on ne sait pas, mais finalement on tombe dans le piège. On ne change pas quelque chose qui fonctionne finalement. Alors, quand on est du côté broker et qu'on a démarré sur cette industrie depuis des années en se disant bah, tiens, moi si j'ai 10 millions de dépôts clients qui arrivent en janvier, je sais que la durée de vie moyenne d'un client c'est peut-être 9 semaines, 2 mois, 3 mois et de temps en temps je peux un petit peu le forcer à perdre. En plus, quand on parle d'une clientèle particulière, vous n'êtes pas les meilleurs traders du monde, vous ne tradez pas chez Goldman Sachs, on ne vous paye pas pour trader, donc c'est pas vraiment votre force. Donc vous allez finir à un moment donné ou un autre par perdre. Donc ils ont vraiment, les brokers ont eu du mal finalement à se désintéresser de ce système-là. Alors ce qui s'est passé à l'époque de cette concurrence effrénée entre les brokers pour essayer d'attraper des clients, de les capturer et de générer des profits, ils se sont concentrés pas sur la technologie mais vraiment sur le marketing. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer plus de clients? Alors je vais vous donner 2-3 exemples, peut-être que vous n'y avez pas pensé, enfin pour moi c'est très très clair. Alors les premières choses qui sont évidentes, c'est par exemple les crédits bonus, etc. Venez, on vous donne 10%, 20% de la somme. Et ça, je suis bien placé pour en parler, et je vais m'en excuser par ailleurs. Moi, venant des télécoms, quand j'ai étudié, quand j'ai regardé comment Alpari fonctionnait, etc., je me suis dit, bon, une façon de se différencier, c'est de faire des crédits bonus. Ça n'existait pas à l'époque, donc je l'ai inventé. Hein, c'était en 2008. 3 mois après, Interbank FX, FXDD, et FXDD, etc., et plein de brokers nous ont suivis. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne à plein pot. Mais encore une fois, moi, je n'étais pas conscient à cette époque du conflit d'intérêts qui existait entre le client. Je démarrais, il fallait que je comprenne vraiment comment ça fonctionne. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand les brokers ont commencé à dire ah bah tiens, je suis en STP ou en No Dealing Desk. C'était le deuxième arbre qui cache la forêt, finalement. On est régulé, ça c'est une chose. Premier arbre qui cache la forêt. Le deuxième, c'est je suis en mode No Dealing Desk. Donc, pour ne pas les citer, FXIM ont été les premiers à vanter en fait ce modèle-là. Et moi, à l'époque, quand j'ai commencé à comprendre qu'Alpari, bon, c'était pas exactement très sain, j'aurais pas pu introduire finalement mes parents sur cette plateforme de trading. J'y ai cru. Je suis allé leur parler. Et puis, j'ai commencé à comprendre que c'était pas le cas. C'est très facile de faire un No Dealing Desk. En somme, vous avez le broker qui est régulé, et puis vous créez un fonds ou une société tierce, vous la possédez, et vous envoyez tous les ordres là-bas.
Finalement, les gains restent chez vous. Mais par contre, vous, en tant que broker, vous êtes en no dealing desk. Il n'y a personne pour surveiller les ordres. Et ce qui s'est passé, moi je suis ravi hein, de cette chose-là, c'est que le régulateur américain a regardé d'un petit peu plus près, parce qu'il y avait quand même beaucoup de... Et puis les Américains, on les connaît, s'ils vont au McDonald's, il y a un café un petit peu chaud qui leur tombe sur le doigt, ils vont faire un procès, voilà, à renfort de... Bon, et ils vont se prendre des millions de dollars. Donc c'était pareil dans l'industrie du trading. C'est vrai qu'en France, on est un petit peu plus calme, on se dit, bon, c'est pas grave, j'ai fait une bêtise, c'est ma faute, hein, ok. Mais là-bas, il y a eu beaucoup de plaintes qui ont été mises en avant. Donc le régulateur est allé regarder. Et FXCM, en l'occurrence, qui était le premier à dire on est en mode no dealing desk, s'est fait sanctionner là-dessus. Ils ont dit vous êtes en train de désinformer le public. Et le public doit être à chaque fois en mesure de prendre une décision informée et responsable. C'est dans les directives des régulateurs. En l'occurrence, il ne l'était pas. C'était de la publicité mensongère. Donc il y a eu une sanction de l'ordre de 18 millions de dollars, quelque chose comme ça. Et tout ça est documenté sur leur site, j'invente rien. Suite à ça, le régulateur anglais a aussi sanctionné FXCM. Alors là, je ne me rappelle plus du montant, mais peut-être 10 millions, 7 millions de pounds. Donc c'était quand même des montants conséquents. Et du coup, là, cette même société a dû mettre en place différents types de comptes en disant attention, là c'est du no dealing desk et là c'est du dealing desk. Là où c'est assez pervers finalement, et c'est encore ici qu'on perd les gens au niveau du marketing, c'est qu'on va vous dire, tiens, ça c'est du dealing desk, mais par contre les spreads sont moins élevés qu'en no dealing desk. Bon, donc on essaye d'attirer les gens vers le dealing desk. Voilà, donc moi ça m'énerve un petit peu, mais je partage avec vous. Le troisième arbre qui a caché la forêt, ça c'est le plus smart on va dire, c'est l'introduction en bourse. Là maintenant on dit voilà, on est coté en bourse, on est contrôlé, on est une société vraiment sérieuse. Mais finalement le business model reste le même. Alors ça il faut arriver à le comprendre. Moi je ne veux pas décrier en fait ce business model et je le répète, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans on ne pouvait pas faire autrement. Donc à un moment donné il y a une demande, on essaye d'y répondre. Ça peut entraîner des dérives, les régulateurs sont là pour essayer d'arranger les choses. Par contre, ce que moi je pourrais quand même décrier, c'est qu'aujourd'hui, ce modèle-là n'a plus lieu d'être. Parce qu'il y a eu des transformations aussi bien business que technologiques pour permettre à l'ensemble des brokers de passer leur ordre sur le marché. Et là, on arrive donc à la dernière phase, c'est la phase de l'institutionnalisation. J'ai pris quelques notes hein, pour ne pas oublier certains détails. C'est vraiment pour vous informer. Alors la première chose qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu un appétit institutionnel. C'est-à-dire que les banques ont commencé à s'intéresser à votre aide, à votre business. Je m'explique. En 2008, quand j'ai commencé dans cette industrie-là, l'industrie du Forex, dans sa globalité, représentait peut-être 3 trilliards de dollars échangés chaque jour. C'était le marché le plus important. Vous le savez, je pense qu'on vous l'a déjà répété 10 fois. Et l'industrie des particuliers, elle représentait 60 milliards par jour. 60 milliards, c'est déjà beaucoup, mais par rapport à 3 trilliards, c'est pas grand-chose. À l'époque, bon, on était une toute petite. Aujourd'hui, notre industrie, votre aide, elle représente plus de 400 milliards par jour. C'est quand même énorme. Et finalement, c'est notre industrie qui a connu la plus forte croissance sur le marché global du Forex. Et en plus, quand on parle du marché global du Forex, on peut différencier le spot Forex, c'est ce que vous faites, du reste. Et là, sur le spot Forex, on doit être à 1,5 ou 2 trilliards de dollars. Donc vraiment, on a une grosse partie, on a entre 10 et 20% finalement du marché qui vient de chez vous, de votre aide. Et là, les banques ont commencé à s'y intéresser. Une banque, elle a beaucoup de business models. Si tous ses clients gagnent à un moment donné, c'est pas grave, parce qu'elle fait de l'argent ailleurs. Ce qui l'intéresse, c'est le volume, c'est la liquidité. Donc quand on parle aux banques, et ça moi je vous invite à le faire, enfin bon, il y a certaines fois des conférences institutionnelles, donc allez-y, il ne faut pas rester que dans ces conférences de particuliers. Les banques vous diront que leur vrai problème, c'est le manque de liquidité. En anglais, c'est le shortage of liquidity. Qu'est-ce que ça veut dire?
Si une banque a un gros client ou une autre banque qui lui dit j'ai besoin de prendre une position de 2 milliards de dollars là tout de suite sur l'euro-dollar, peut-être que le marché interbancaire a à disponibilité le premier milliard. Il lui manque un autre milliard. Alors le premier, elles vont pouvoir le faire passer à ce prix-là, à ce spread-là. S'il y a une banque qui arrive à sourcer le milliard manquant quelque part, et qu'elle arrive à faire un matching, en disant bon bah tiens moi je l'ai, mais par contre à ce prix-là, l'autre banque va le prendre, elle s'en fout, elle en a besoin, pour un client ou autre. Et là, il s'agit de créer de la liquidité à valeur ajoutée. Et en gros, pour revenir un petit peu en arrière, moi j'ai démarré dans les télécoms en créant une société où on créait de la bande passante à valeur ajoutée. On avait créé des technologies, on était à l'INRIA, j'ai travaillé avec 2 doctorants, et on facilitait les échanges de contenu sur l'Internet pour accélérer cela, et on vendait cette technologie aux opérateurs comme Orange ou British Telecom en leur disant le jour où vous avez CNN.com ou TF1.fr qui vous dit moi je veux que quand mes clients viennent sur mon site web, tout s'affiche très rapidement, qu'ils achètent mes produits, etc. On leur vendait de la bande passante à valeur ajoutée. La bande passante, ça coûte rien du tout. Hein. Aujourd'hui, vous avez pour 20 € des mégabits par mois. Donc nous, on vendait la même chose, mais avec un meilleur service. Donc là, c'est exactement ce qu'on essaye de faire, en passant l'ensemble de nos ordres sur le marché, aux banques, en toute transparence. On permet aux banques de capturer de la nouvelle liquidité, de la liquidité fraîche, sur le marché des particuliers, et donc de nous la vendre à ces prix-là, en petites coupures, et ensuite, ce qui est rare et plus cher, donc en grosse coupure, faire du matching et la revendre à profit. C'est exactement là qu'on se positionne. Enfin, en tout cas que moi, j'ai décidé de me positionner. Alors c'est quelque chose de vraiment nouveau. Jusqu'à présent, ça ne se faisait pas. Et c'est vrai que quand on est dans cette industrie, qu'on a pris l'habitude finalement de gagner beaucoup d'argent sur les dépôts clients, de gagner juste une petite marge sur les frais de transaction, ça fait moins sens. Là où ça commence à faire sens, c'est sur le long terme. C'est-à-dire que quand on facilite finalement le trading et les performances finalement du client, le client va trader plus longtemps, et plus un client trade, plus on gagne de l'argent. Plus les banques sont contentes, plus elles réduisent nos frais de trading, donc nous on augmente nos marges sur les faibles commissions qu'on charge au client. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines banques qui ont commencé à s'intéresser. Je veux dire, Deutsche Bank, à un moment donné, s'est dit tiens, je vais faire un white label. À l'époque, donc c'était d'FXIM. Citibank avait fait un white label de Saxo Bank. Donc là, c'est pareil, c'était en 2008-2009, les choses changeaient. Ils se disaient tiens, on va essayer de capturer cette liquidité. Le problème, c'est qu'ils ont vite arrêté. Moi, je les connais de l'intérieur parce que je travaille avec eux au niveau de la revente de liquidité. Parce que finalement, ils se sont dit, tiens, ces white labels-là, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, il y a toujours ce conflit d'intérêts, donc on ne veut pas traiter avec des brokers qui maintiennent ce conflit d'intérêts-là. Alors, ce qui est vraiment, en fait, pour finaliser, en fait, il faut vraiment se rappeler d'une chose. Aujourd'hui, la technologie est là pour que les banques puissent réceptionner plein de petits ordres de façon électronique, sans aucun problème. On parle là de technologie de clearing, de bridging, d'agrégation. Bon, bref, tout a été développé et les banques ont forcé aussi cette démarche-là parce qu'elles ont intérêt à y aller. Le vrai problème, c'est la résistance de l'industrie à l'heure actuelle. Donc les brokers qui s'adressent aux particuliers, ils se disent, bah, dis donc, moi je suis bien content d'entretenir en fait ce système-là. Et les banques, elles sont coupées finalement du marché des particuliers, et les particuliers sont aussi coupés du marché retail. En anglais, on dit que le no business est devenu le business. Alors, pour regarder un petit peu dans le futur ce qui va se passer, nous en l'occurrence, moi je ne suis pas là pour faire ma pub, je suis vraiment là pour vous informer. Mais ce qui va se passer, c'est, j'espère que les régulateurs, et je pense que le régulateur américain qui a toujours été précurseur, va emboîter le pas, parce qu'il commence à en parler. Le régulateur va finir par forcer en fait l'ensemble des courtiers qui s'adressent à une clientèle de particuliers à ne pas faire le marché, à opérer en modèle agence uniquement, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Marc qui est à côté de moi, qui a toujours défendu, qui est bon, je peux le dire, tu étais un ancien gendarme, tu as quand même des valeurs voilà, particulières. Bon, moi j'ai jamais aimé les gendarmes,
vrai, parce que je conduis assez vite en voiture. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que Marc m'a toujours dit, c'est une belle métaphore, il m'a dit, bon, c'est comme si un chasseur avec son fusil parlait au lapin en lui disant, t'inquiète pas, je vais pas te faire de mal. C'est là où on en est aujourd'hui. Donc je pense que le régulateur américain va être le premier à emboîter le pas en disant, bon, si vous adressez les marchés particuliers, interdiction de faire le marché, vous passez les ordres aux banques, les banques font le marché. Si vous perdez, la banque gagne. Si la banque perd, vous gagnez.